bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Nouvel épisode du podcast Spéculation by Sofilm en compagnie d'Emmanuel Burdeau. Je suis Mathias Chouker, le directeur du cinéma Eldorado. Et cette semaine, ma choix étonnant, je dirais, de ta part. Donc, nous allons évoquer Et la fête continue de Robert Guédiguian. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu fais ce choix ? Oui, bonjour Mathias. Bon, je suis peut-être un tout petit peu étonnant, mais le film sort mercredi 15. C'est évidemment un film dont on va un peu moins parler que le film dont on parlait il y a 15 jours, 3 semaines, qui était le film de Martin Scorsese. Mais en fait, c'est parti d'une discussion à laquelle tu participais il y a quelques semaines avec Théodora Olivier aussi, qui travaille pour l'Eldorado. Et c'est Théo qui faisait remarquer, qui faisait part de son étonnement par rapport au fait que un cinéaste comme Guédiguian, pourquoi un cinéaste comme Guédiguian ne fait-il pas l'objet de la même attention de la part de la critique, ou moi je dirais du même suivi critique que d'autres cinéastes qui comme lui font des films français, des cinéastes français qui font des films de manière régulière. Et pourquoi est-ce que la critique c'est un tout petit peu a l'air de se désintéresser de Guédiguian? Alors effectivement ça m'est resté, et puis ça m'est resté d'autant plus que il se trouve que Guédiguian a un destin critique qui est très particulier et auquel moi j'ai été attentif parce que la reconnaissance de Guédiguian a coïncidé avec le moment où moi j'ai commencé à écrire sur le cinéma, la sortie d'À la vie à la mort, qui est vraiment le film qui a permis à Guédiguian d'être reconnu par le public et par la critique. C'était en octobre 95 et bon, c'est mon histoire, mais pour moi ça a compté. J'ai commencé à écrire au cahier en novembre 1995. Et je me suis replongé là-dedans et j'ai vu qu'au moment où il avait déjà fait 4 ou 5 films avant. Et au moment où les cahiers du cinéma rendent compte, par Stéphane Bouquet, de la vie à la mort, de manière très élogieuse, ils disent, je crois qu'en couverture, il doit y avoir écrit quelque chose comme « Découverte de Robert Guédiguian ». Ça faisait 15 ans qu'il faisait des films, quand même. Et À la vie à la mort a eu un certain succès. A suivi Marius et Jeannette, qui a été son plus grand succès de très loin, plus de 2 500 000 entrées. Et depuis, le sentiment que j'avais, moi, personnellement aussi, c'est de... Finalement, qu'il y avait rien de nouveau sous le soleil de Guédiguian, en fait, que les films se succédaient, se ressemblaient un petit peu tous, qu'ils étaient porteurs de ce qu'on appellerait très facilement une bonne conscience de gauche. Bon, à partir de là, moi, j'ai quand même fait deux remarques ou 2 pas de côté. D'une part, et c'était aussi dans la discussion qu'on a eue ensemble ce soir-là, que les cinéastes de gauche en France, ça ne court pas les rues. Donc peut-être ça peut être intéressant de vouloir se pencher véritablement sur leur cas. Et puis il se trouve que à la faveur des vacances ou de la trêve de la Toussaint, j'ai passé un peu de temps dans une abbaye en Normandie et j'ai revu pas tous les films de Robert Guédiguian, mais j'en ai quand même revu une quinzaine. Ce qui est quand même beaucoup. Sur 22, 23 qu'il a fait à peu près. Et j'ai vu évidemment le nouveau, Et la fête continue, dont on va parler, dont je me demande si c'est pas, peut-être c'est exagéré, je me demande si c'est pas son meilleur film en fait. Donc ça tombe bien. Et dans ce moment où j'ai revu les films, j'ai eu encore une fois, une double expérience. La première moitié de cette vision et revision, parce qu'il y avait des films aussi que j'avais pas vus, parce que je n'avais pas assuré ce suivi, ou en tout cas je l'avais assuré que de manière intermittente. Il y a des films qui m'ont paru, disons, un peu édifiants, un peu maladroits, où les personnages sont tellement des porte-paroles qu'on par exemple, par exemple, j'ai pas la liste des films sous les yeux, mais peut-être À la place du cœur, peut-être Le voyage en Arménie, peut-être des films comme ça. Au Gloria Mundi, Twist à Bamako, qui est un pas de côté qui fait en Afrique, à Bamako, au Mali, qui m'a semblé pas réussi du tout. En revanche, j'avais gardé un souvenir assez négatif. Tout ça, c'est quand même toujours très troublant de revoir des films très longtemps après, de Marius et Jeannette, dont j'avais gardé le souvenir de quelque chose de très déclaratif. Et en revoyant le film, je l'ai pas du tout trouvé comme ça. Et en fait, c'est quelque chose de très intéressant. Il y avait quelqu'un au Cahier du cinéma quand je suis arrivé. C'était le moment où Thierry Jousse quittait la rédaction en chef. Et Thierry Jousse, bon, j'ai eu des rapports parfois compliqués avec lui, mais il avait une théorie que je trouvais assez géniale et qui, je pense, s'applique parfaitement au Cahier. Il disait il avait ce qu'il appelait la théorie du film d'après. C'est-à-dire, il disait très souvent la critique, et particulièrement le Cahier du cinéma, s'aperçoivent qu'ils n'ont pas salué un cinéaste à temps, donc ils se rattrapent au film d'après
mais qui n'est plus le film sur lequel il faudrait le saluer, parce que voilà. Et ça, je trouve, c'est toujours des histoires d'avance et de retard qui sont très intéressants, et pour moi, ça a été un peu l'occasion de me mettre enfin à jour par rapport à Guédiguian, et de voir un peu où on en est. Alors, j'ai eu plusieurs hypothèses. Alors, moi, je me permets de te couper. Moi, je te trouve quand même assez tendre, finalement, avec le parcours critique face à l'œuvre de Guédiguian. Parce est-ce qu'il n'y a pas quand même à la fois... Bon, tu parles d'un cinéaste de gauche, mais c'est pas n'importe quelle gauche. Lui, il se revendique d'une gauche communiste. Donc c'est-à-dire, on pourrait dire une gauche radicale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une évacuation de Guédiguian pour des raisons politiques inconscientes de la part de la critique française, ou d'une part de la critique, parce il a aussi été révéré par un certain nombre de revues, quand même. Mais disons la critique pure, quoi. Je sais pas comment l'appeler, mais très honnêtement, j'ai pas... Et l'autre chose, c'est qu'il est marseillais. Et ça, c'est une part hyper importante de son œuvre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je dirais, un racisme de l'accent, tu vois? Alors, très honnêtement, je peux parler de mon histoire ou de mon absence d'histoire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces semaines-là qui viennent de s'écouler avec Guédiguian. J'ai pas revu, par exemple, je sais pas, la manière dont Le Monde ou Libération ou Les Inrecuptibles, pour prendre le fameux triangle d'or ou triangle des Bermudes cher à Michel Simon. Donc je sais pas exactement ce qu'il en est. Je pense que c'est peut-être pas totalement faux. Je pense qu'autre chose à jouer, ça va répondre à ta remarque, ta question un peu de biais, c'est que moi j'étais persuadé d'une chose, c'est que j'avais toujours vu le cinéma de Guédiguian à partir d'À la vie et à la mort, donc 95, encore une fois, à partir du moment où il est vraiment reconnu par la critique et par le public, où ça change considérablement pour lui. J'avais toujours vu ces films comme étant des films, d'une certaine manière, un peu post-politiques, ou en tout cas, des films portant la mémoire des luttes, et disant, aujourd'hui, c'est un peu fini, mais cette mémoire est importante. Et je pensais, un peu naïvement, que les films qu'il avait faits avant À la vie et à la mort, et surtout ses tout premier film, parce que son premier film, Dernier été, date de 81, étaient des films beaucoup plus inscrits dans le présent de certaines luttes. Or, cette dimension que certains, notamment un historien italien qui est revenu récemment dans le débat public, Enzo Traverso, appelle la mélancolie de gauche, que lui charge de manière positive. La mélancolie de gauche, c'est pas simplement la mémoire des luttes et la mémoire des défaites, c'est une mémoire active. Bon, il le dit beaucoup mieux que moi. Mais je me suis aperçu que cette mélancolie de gauche, elle a toujours été chez Guédiguian. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment, et Guédiguian en parle très bien, il dit, si j'avais fait des films des années 70, ça aurait été différent. Non, il commence à faire des films en 81, ce qui n'est évidemment pas n'importe quelle date. Même si, j'ai revu aussi le film sur Mitterrand, Le Promeneur du Champ de Mars, même si sa fascination pour Mitterrand, avec le recul, même si c'est une fascination avec tout ce que la fascination peut avoir d'ambigu, me paraît un peu étrange. On sent quand même que Mitterrand, pour lui, cristallise quelque chose de très puissant. Le film s'attarde beaucoup sur le passé vichiste ou supposément vichiste de Mitterrand, mais il y a quand même une fascination qui est là pour le grand homme, une fascination littéraire aussi. Mais la littérature est très importante chez Guédiguian. Ça fait partie aussi des choses qui m'ont frappé. C'est que, parce que j'ai hésité entre plusieurs hypothèses quand je voyais les films de Guédiguian. Je me suis dit, il y a l'hypothèse, disons, ça va peut-être un peu surprendre. Je me disais, alors Guédiguian, c'est qui dans notre paysage? Je me suis dit, il y a l'hypothèse Moretti. Et c'est pas une hypothèse totalement délirante, parce que la chanson est extrêmement présente chez lui. Donc quasiment tous les films. Dans le dernier, c'est la chanson d'Aznavour, Emmenez-moi, qui est d'ailleurs un choix un peu étrange, et je trouve plutôt osé, puisqu'aujourd'hui on sait que c'est une chanson qui est souvent critiquée, puisqu'il dit j'ai l'impression que la misère serait moins triste au soleil, et des gens disent mais ça va pas du tout dans ta tête de dire ça. Mais lui, il a choisi cette chanson qui traverse tout le film, parce que le film met notamment en scène une chorale. Bon, la chanson est très importante chez Guédiguian. Les choix musicaux sont toujours très étonnants et assez morettiens, je dirais. C'est-à-dire des choix plutôt de variété, enfin, c'est plus le rock que chez Moretti, mais voilà. Il a comme Moretti, même encore beaucoup plus que Moretti, il a une troupe. Et puis comme Moretti, il est lié à l'histoire de la gauche. Moi, je me suis dit, il y a une hypothèse Moretti. Et puis comme Moretti, il y a beaucoup de citations, voilà. J'ai quand même découvert, alors là, pour certains, ils connaissent bien Guédiguian, ils vont se dire il était temps qu'il se réveille, mais j'ai été frappé par la prégnance des références artistiques et culturelles chez Guédiguian, à la même hauteur que les références politiques. Voilà. C'est quand même pas inintéressant. Voilà, il y a l'hypothèse, je dirais, alors excuse-moi, j'ai noté, pardon. Oui, il y a l'hypothèse Moretti. Il y a une hypothèse très haute, trop haute, mais quand même, qui est peut-être pas non plus un repère totalement inintéressant, c'est carrément l'hypothèse Fassbinder. C'est-à-dire, je reprends toujours les mêmes acteurs, c'est toujours les mêmes acteurs. Il n'a pas fait un film, hormis Twist à Bamako, et peut-être aussi L'Armée du crime que j'ai pas revu, ça fait
40 ans qu'il n'a pas fait de film sans Ariane Ascaride, Gérard Mélans et Jean-Pierre Daroussin. Bon. Moi, je suis un daroussinien fanatique. Je trouve que c'est un acteur génial. Dans le dernier film, je le trouve éblouissant. Je trouve que c'est un grand acteur mou. C'est un grand acteur... Bon, peut-être qu'après, j'y repensais hier, je me disais peut-être tous les grands acteurs sont mous, en fait. Charles Laughton, Depardieu, parfois. Enfin, il y a des durs aussi. Mais lui, il a une espèce de mollesse, de lenteur géniale. En plus, dans ce dernier film, à plusieurs reprises, il est vraiment bouleversé. Et je trouve il fait ça merveilleusement. Donc, l'hypothèse Fassbinder, c'est un peu... Je vois que tu haussais les yeux parce qu'elle est un peu écrasante pour Guédiguian. Et puis, il y avait deux autres hypothèses qui sont pour le coup moins flatteuses. C'est, on va dire, l'hypothèse Ken Loach. C'est-à-dire, film après film, je délivre le même message humaniste. Mais au fond, pour le dire un peu cruellement, on va dire, le cinéma, c'est pas tellement mon affaire. Le cinéma est secondaire par rapport à cette volonté d'être celui qui, d'une certaine manière, d'être le dernier, voilà. Et puis il y a une autre hypothèse encore, qui serait l'hypothèse Costa-Gavras, c'est-à-dire, comme le disait un peu cruellement Serge Danet, Costa-Gavras, c'est un peu celui qui feuillette l'annuaire d'Amnesty International et qui se dit, tiens, j'ai pas encore parlé de tel sujet, je vais le faire aujourd'hui. Et chez Guédiguian, il y a un peu aussi cet aspect, parfois, cette sorte de patchwork de problèmes. Je traite un problème, puis j'en traite un autre, puis encore un autre, dans une perspective, évidemment, avec laquelle moi je peux avoir des réserves, dans une perspective qui est assez souvent non seulement humaniste, mais aussi un peu humanitaire, quand même. Voilà. Bon, voilà. Je dis beaucoup de choses pour placer un peu le paysage, mais peut-être on va venir plus précisément sur le peut-être sur le rentrer film. un peu dans le... Mais justement, et la fête continue, ça peut nous permettre un peu de trancher parmi ces hypothèses. Parce que le film est très très riche. Il s'ouvre avec des images d'archives et il est placé sous le signe de cette catastrophe qui a eu lieu il y a quelques années à Marseille, rue d'Aubagne, avec l'effondrement de 2 immeubles. Et puis il est aussi inscrit dans l'histoire de la candidature de Michel Rubirola, dont c'est le point de départ du film. Mais le film va bien au-delà de cette histoire, puisqu'il lui construit toute une famille arménienne, avec beaucoup de ramifications, etc. Donc, Oui, il y a toujours... Alors, chez Guédiguian, ceux qui ont suivi son cinéma mieux que je l'ai fait jusqu'à présent, savent qu'il y a toujours un certain nombre de composantes qui ne sont pas présentes dans tous les films, mais presque. Bon, Marseille, évidemment. Même si Lady Jane, qui est sa tentative de film noir plutôt assez réussie, se passe carrément à Aix-en-Provence, donc c'est vraiment c'est l'aventure. Marseille, bien sûr. La gauche, mais tu l'as dit, le Parti communiste, voilà, ce qui effectivement n'est pas une référence. C'est aussi pour ça que je pensais à Moretti. Hein. C'est quand même une référence que partagent assez peu de cinéastes aujourd'hui, donc effectivement, ça vaut le coup d'être noté. L'Arménie, je crois que c'est un des deux parents de Guédiguian, je ne sais plus si sa mère et son père est arménien, l'autre est allemand, je crois que c'est sa mère qui est arménienne, je ne veux pas dire de bêtises. L'Arménie qui est très présente aussi. Et puis les quelques autres éléments que j'ai ajoutés, mais qui sont différents, mais qui en même temps font partie de ça, c'est-à-dire la musique, la chanson et, disons, l'art en général. Et ce qui m'a frappé aussi, en revoyant les films, et dans ce film-là, c'est que c'est un cinéma, je trouve, plus impur et plus hétérogène qu'on pourrait croire. Certes, il est ancré dans un territoire. Certes, il a une troupe avec des acteurs qui sont, je trouve, plus ou moins inspirés. L'œil souvent lourd de Gérard Mélans ne vaut pas Jean-Pierre Daroussin. Et je confesse que j'ai eu pendant longtemps une allergie vraiment à l'égard de Ariane Ascaride, que j'ai de moins en moins sans doute à force de la voir dans les films. Mais les acteurs, bon, c'est Pascal Roberts, Jacques Boudet, tout ça, c'est des gens qu'on retrouve quasiment dans tous les films. Bon. Mais c'est quand même un cinéma plus hétérogène qu'on pourrait le croire. J'en veux pour preuve l'ouverture de ce film, effectivement. Image d'actualité, pendant quelques minutes quand même, c'est pas rien. Et on n'est pas là pour faire une rétro Guédiguian, mais une histoire de fou qui est un peu son film sur la révolte arménienne contre le génocide turc s'ouvre dans les années 20 avec 20 minutes en noir et blanc et ensuite on vient en couleur et dans le présent. Donc c'est quand même un cinéma qui tout en étant très ancré, c'est quelqu'un qui tente des choses. Vraiment, Guédiguian, ça m'a beaucoup frappé. Alors avec une réussite inégale, il y a ce film qui s'appelle Au fil d'Ariane, qui est présenté comme une fantaisie où en fait c'est Ariane Ascaride qui un jour chez elle doit fêter son anniversaire et puis sa famille ne vient pas et donc elle part en vadrouille, elle échoue dans un resto puis tout ça. Bon bref. Et en fait on s'aperçoit que c'est un rêve
Et puis quand elle se réveille, sa famille est là finalement. C'est un truc, ça m'a un peu frappé parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant. L'univers de Guédiguian, il est suffisamment fort pour qu'on n'ait pas besoin, d'une certaine manière, qu'elle se réveille de ce rêve. On sait déjà que c'est le rêve en creux des autres films. Bon. Cela étant, et je m'excuse pour le caractère peut-être pas totalement linéaire de mon intervention, cela étant, et c'est peut-être la chose par laquelle j'aurais dû commencer, ce qui me rend le cinéma de Guédiguian aujourd'hui, je dirais, plus que sympathique, et à ma grande surprise, mais précieux, c'est qu'on est quand même dans une hypothèse, ou appelons ça hypothèse, oui, qui est presque l'inverse de celle de Scorsese. Alors attention, je pense que Martin Scorsese est un plus grand cinéaste que Robert Guédiguian, bien sûr. Mais le plaisir qu'on a, Danet disait une chose très belle quand il écrivait sur Les Nuits de la pleine lune de Romer, il disait il y a un plaisir à voir un film d'Éric Romer, mais il disait il y a un plaisir peut-être plus grand encore à voir un film d'Éric Romer succéder à un autre film d'Éric Romer. Et chez Guédiguian, il y a ce plaisir-là, qu'on pourrait appeler le plaisir de la série, encore que, évidemment, le mot aujourd'hui est d'autres sens. C'est-à-dire qu'à la différence de Scorsese, qui fait un film pour résumer tout le cinéma, et ce que moi je trouve au fond totalement étouffant et un peu désespérant, Guédiguian, chaque film est intéressant. Un film est intéressant dans la comparaison, ou dans la petite différence, ou dans la succession avec les autres films. Et ça, je trouve quand même qu'aujourd'hui, arriver à tenir ça, à dire, en gros, et la fête continue, c'est-à-dire, il y a ce film, il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres, plus ou moins réussis, plus ou moins pareils, plus ou moins différents, avec des choses qu'on essaye, nouvelles, des choses qu'on reprend. Là, je sais pas, par exemple, souvent c'est Daroussin plutôt que chauffeur de taxi, là c'est Gérard Mélan, des toutes petites variations. Je trouve que ça fait du bien disons dans le paysage cinématographique actuel, qui est quand même un peu, qui respire pas très bien. Là, il y a quand même l'idée que ça doit respirer. Bon. Et le film, d'ailleurs, Et la fête continue, c'est un des fils, peut-être, un des fils qu'on peut tirer du récit, c'est justement la présence du passé dans le présent, l'interaction entre les générations, ou comment un précédent vient agir sur le présent, à la fois dans l'action politique, mais en famille, les rapports de transmission de génération, Ouais. etc. Alors, ça, c'est effectivement, Guédiguian, il est obsédé par tout simplement la question de la génération dans tous les sens, et d'abord dans le sens de la mise au monde. Enfin, il n'y a pas un de ces films, c'est vrai Et la fête continue, donc je ne veux pas révéler, mais enfin, avoir ou ne pas avoir d'enfants, des enfants perdus, des enfants enlevés, des enfants morts, il y en a beaucoup de ces films. Ici, la question de l'enfantement, de la transmission est très très importante dans le film. Et ça traverse tous ces films. Absolument, ça traverse tous ces films. Alors, c'est vrai que dans ces films, et dans celui-là, c'est très présent, mais je ne vais pas en dire trop, pour ceux qui, évidemment, vont aller le voir. Et donc, on est toujours, chez lui, dans un double scénario, alors avec des articulations, je dirais, plus ou moins heureuses, politiques et familiales. Et parfois, d'ailleurs, on pourrait presque dire que, chez lui, politique plus famille égale religion. Il y a aussi, assez souvent, notamment... ce film qui s'appelle, je sais plus, Mon père est ingénieur, où le scénario est une sorte de reprise de l'histoire sainte. Je trouve de manière pas tout à fait. Il est guetté souvent par peut-être le démon du didactisme. Il y arrive que ces personnages, effectivement, s'expriment un peu comme dans des livres. Ce sont des personnages qui sont très souvent prompts à faire part de leurs convictions, peut-être de manière pas toujours réaliste. Dans ce film-ci, ça va pas sans une sorte d'humour que personnellement j'ai assez apprécié. Dans ce film-ci, il ne prend pas un risque qui en général ne lui réussit pas très bien, qui est lorsqu'il cherche à représenter les notables, comme par exemple dans La Ville est tranquille, les notables un peu véreux, un peu revenus de tout et tripoteurs. Parce qu'il y a un vrai truc sur le sexe dans ces films. Hein. C'est quand même un cinéma aussi assez sexuel. Lorsqu'il représente les notables, ça passe pas du tout. On voit bien que c'est pas son, il en a horreur. Enfin, ça marche pas. Là, dans La fête continue, c'est pas ça. Et en même temps, dans La fête continue, il a introduit quelque chose. Alors, Guédiguian, il va avoir 70 ans là, donc c'est peut-être son premier film de vieux. Et peut-être qu'enfin, son âge coïncide avec ce qui a toujours été son affect, qui est cet affect mélancolique de tout est fini, mais il faut continuer quand même, d'une certaine façon. Et là, il introduit, à travers Jean-Pierre Daroussin,
mon idole, il introduit un personnage, je pense que c'est peut-être la première fois dans un de ses films, qui n'est absolument pas défini d'un point de vue politique. Il y a même le soupçon au début que ce type, qui est un ancien libraire, soit de droite, et qu'il ait voté pour le Front National ou le Rassemblement National. On ne saura jamais quelles sont ses sympathies politiques. On pense qu'il n'est pas aussi à gauche que sa fille, qui mène le mouvement pour la reconnaissance du désastre de la rue d'Aubagne et pour renommer la place, qui était je sais plus quelle place, mais enfin, qui va redevenir la place du 5 novembre. Bon. Et on sait bien que ce que c'est qu'un personnage apolitique, c'est un personnage de droite. Ok. Mais dans la galaxie Guédiguian, où chacun est en général vraiment très, très, très labellisé, l'introduction de ce type dont la seule profession de foi est, dans ses mots à lui, stoïcienne, il dit « je suis comme les stoïciens, je n'ai ni espoir ni crainte ». Bon, c'est magnifique, on aimerait tous être comme lui, mais je pense que c'est pas si simple. Et ben, je trouve que c'est... Là, ça m'a beaucoup plu, voilà, d'avoir ce type qui va suivre, avec beaucoup d'admiration, aussi bien Ariane Ascaride, peut-être la plus belle chose du film, c'est leur histoire d'amour. Moi, je trouve vraiment très belle, mais vraiment très belle. Cette histoire d'amour de deux personnes qui sont plutôt jeunes, disons, voilà. Donc il va la suivre avec beaucoup d'admiration d'affection et d'admiration, mais aussi d'admiration pour son sang-froid. Il y a une assez belle scène où il est en retrait et où il assiste à un discours qu'elle tient dans une cour d'école pour mobiliser des gens, et où il est épaté et où il a un geste d'encouragement, mais à Daroussin, c'est un geste d'encouragement mou. J'aime beaucoup cette scène. Et puis beaucoup d'admiration aussi pour sa fille, mais il reste en dehors du jeu politique. Et ça, je trouve, ouais, ça m'a assez surpris, en fait, à côté du personnage qu'interprète Ariane Ascaride, qui est donc inspiré indirectement de Michel Ruberola, qui s'appelle Rosa comme Rosa Luxembourg. Bon, ça, c'est souvent chez lui un truc, les prénoms sont signifiants et on nous dit qu'ils le sont. Son frère s'appelle Antonio comme Antonio Gramsci. Bon, pourquoi pas. Mais en plus, chacun, non seulement il s'appelle comme ça, mais il nous le rappelle. Je m'appelle Antonio comme Antonio Gramsci, avec l'accent de Gérard Mellan, comme le fondateur du Parti communiste italien et tout ça. Bon. Et puis il dit sa sœur dit tu es un amoureux perpétuel. Il répond je suis un amoureux permanent, comme on dit permanent du parti. Bon, ouais. Mais il y a dans ce film qui est pas parfait, parce qu'il y a une autre remarque que je voudrais faire, qui est pas parfait, c'est pas la question évidemment, mais je pense qu'il y a un truc comme ça Bon, d'abord, c'est un film qu'il a voulu, lui, ou qu'il a voulu vraiment optimiste, si on peut dire les choses comme ça, à la différence de Gloria Mundi, qui était plus pessimiste. Mais moi, je pense que l'âge joue beaucoup dans le film. Même s'il y a toujours un truc bizarre chez Guédiguian, et qui, moi, je dois dire, souvent m'a tenu à distance, enfin, très souvent, la génération des parents regarde les enfants, et au fond, le pire qu'on pourrait dire sur ce cinéma, c'est que ça peut ressembler parfois à un cinéma d'éducateur social, où des gens qui ont conscience des problèmes se penchent sur ceux dont la naïveté ne leur a pas encore ouvert les yeux. Et ça me paraît complètement faux. Enfin, bon. Moi, je trouve que parfois, il y a cet aspect dans ces films, notamment dans le rapport entre ancienne et nouvelle génération. Mais on peut trouver cet aspect parce que justement, peut-être c'est un des rares à aborder la question des quartiers, des prolétaires dans le cinéma français. Enfin, ils sont pas nombreux, en tout cas, un cinéaste d'envergure, quoi. Oui, donc c'est très facile après peut-être de tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas un travers critique là à nouveau? Mais bon, moi je voulais rebondir sur la mélancolie supposée de Guédiguian. Là, moi je trouve ce film évolue énormément par rapport au cinéma des années 90 ou début 2000. Là, il y a quand même des signes de saturation un peu du présent par le passé, mais c'est-à-dire que c'est pas du tout un rapport mélancolique, c'est plutôt un rapport qui interroge comment la force du passé vient interdire l'action dans le présent. À quoi tu dis ça, tu penses à quoi précisément? Alors, bon, évidemment, à la discussion politique, c'est-à-dire toutes les références historiques, politiques qui viennent empêcher l'union. Pendant le meeting politique, lorsqu'ils doivent choisir une tête de liste, et que les différentes forces de gauche, disons, n'arrivent pas à s'entendre. Voilà, absolument, mais aussi toutes les références littéraires qui ne cessent d'égrener
le film, la présence tutélaire d'Homer, mais qu'en faire? Là, avec ce buste qui n'arrête pas d'être filmé, et puis comment les générations passées, c'est-à-dire les grands-pères ou les pères ou les mères, viennent compliquer, ou les traditions familiales viennent compliquer le présent. Notamment cette scène de repas qui est très très belle, où on présente... Oui, on présente la future mariée, voilà, et où il y a... Mais il se trouve qu'elle a une allergie alimentaire. Une allergie qui est d'ailleurs annonciatrice d'un autre empêchement, mais dont on ne parlera pas. Bon, en fait, moi j'aime beaucoup le livre d'Enzo Traverso qui s'appelle Mélancolie de gauche. À cette exception-là, je déteste, je n'aime pas du tout la manière dont la mélancolie est devenue, et moi j'ai été vraiment témoin de ça, est devenue une sorte d'argument critique. Combien d'articles j'ai lus où on sentait que le mot mélancolie arrivait au bout de la démonstration, au début, pour résoudre le problème. Voilà, pour dire c'est formidable, il y a de la mélancolie, parce que dans la mélancolie, on entend à la fois l'idée qu'à une époque on a été actif et en colère et qu'aujourd'hui on ne l'est plus. Donc ça a une espèce de neutralisation positive. J'aime pas du tout ça. Vraiment, je trouve ça complètement stupide. Surtout quand les gens se sentent en plus obligés de nous préciser que nostalgie n'est pas mélancolie, qui est un truc qu'on a lu et entendu des cinquantaines de fois. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Laissons ce mot de côté. Parce qu'il est trop facile, il y a vraiment eu un moment dans la critique, on a l'impression que la mélancolie était, on dit ah oui, ce film il est comme ci, il est comme ci, il est comme ça, mais au bout du compte il y a une vraie mélancolie, comme si on avait tout dit. Mais il y aurait peut-être un truc à relier effectivement sur la manière dont on a utilisé cet adjectif et cet argument à tort et à travers, et sur peut-être l'incapacité à prendre vraiment en compte effectivement un cinéma qui serait vraiment de gauche, dans lequel forcément le rapport à la mélancolie n'est pas uniquement affectif comme ça, n'est pas uniquement disons psychologique, subjectif. Bon bref, ok, ce sera peut-être pour une autre fois. Oui, alors tu dis plusieurs choses. Le passé empêche le présent. En même temps, on est quand même dans un cinéma depuis toujours, et dans ce film où il y a aussi la croyance très forte que le passé doit être réactivé. Enfin. Jean-Pierre Daroussin, mon idole, joue le rôle d'un libraire qui envoie assez belle notation, je trouve, qui a eu l'habitude qui a pris l'habitude d'envoyer à sa fille les cartes postales, au dos desquelles il recopiait les citations et rien d'autre. Que la fille ne comprend pas. Que la fille ne comprend pas. Au début du film, ça on peut le dire, ils sont pas fâchés, mais elle manifeste une grande distance à son égard. On lui dit je n'ai pas été présent, voilà. Donc on comprend qu'effectivement elle trouve que il n'a pas été un bon père. Et un peu plus tard, elle dira qu'effectivement elle passait des heures à essayer de comprendre quel message son père voulait lui faire passer, alors que sans doute lui tout simplement avait recopié la citation parce qu'il la trouvait belle et qu'il n'avait... Il n'est pas naïf au point de croire qu'elle ne soit pas porteuse d'un sens dans leur relation, mais c'était pas un message chiffré. Donc ça, c'est assez beau. Et puis il va intervenir. Bon, il y a très souvent un côté un peu édifiant. Évidemment, le film raconte leur réconciliation, entre autres choses. Il y a d'autres histoires. C'est vraiment ce qu'on appelle un film choral, et rarement l'adjectif aurait été mieux approprié, puisque c'est l'histoire aussi d'une chorale. Bon, le film choral, qui est aussi un truc qui a beaucoup, beaucoup existé dans les années 90, puis ensuite un peu disparu. Mais là, je trouve plutôt assez réussi cette narration qui va à droite à gauche. Enfin bon, et il va être le père va être aussi crucial, si je puis dire, dans l'organisation de cette inauguration de la place et de la manière dont elle va chercher une juste rencontre ou une rencontre efficace entre une inspiration directement politique et une inspiration littéraire. Bon, là c'est moi qui suis un petit peu édifiant, mais c'est une tentative que je trouve plutôt intéressante. Cela étant, il y a une chose qui m'a frappé dans le film et qui m'a semblé vraiment, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, qui m'a semblé désigner vraiment une des limites de Guédiguian. Il y a un moment, donc on a Ariane Ascari, il a 2 fils, qui sont interprétés par 2 habitués, ou plutôt de nouveaux habitués de la troupe de Guédiguian, parce qu'on sait que la troupe s'est enrichie au fur et à mesure, parce qu'il a fallu aussi que les acteurs anciens sont devenus un peu plus âgés, et donc il y a une nouvelle génération qui est apparue. Dans cette nouvelle génération, il y a notamment Robinson Stévenin et Grégoire Le Prince Ringuet. L'un et l'autre, je trouve plutôt bon dans ce film-ci, même si, comme dans tous les films de Guédiguian, il y a trop de plans sur le regard énamouré de Robinson Stévenin sur sa fiancée interprétée par Lola Neymark. Il y a un problème de raccord de regard très souvent dans les films de Guédiguian, trop appuyé, vraiment. Mais
Après, il ne s'agit pas de lui dire enlève juste ça et tout va bien. C'est évidemment plus compliqué que ça. Mais il y a Grégoire Le Prince Ringuet, et il interprète un médecin qui vient en aide aux réfugiés. Et il y a un moment où il est dans un dispensaire, je ne sais pas exactement où, et puis il est en train de donner à manger à un petit garçon africain qui manifestement a traversé la Méditerranée. Bon. Donc on voit très bien, évidemment qu'on voit à quel aspect de l'actualité, pour dire comme ça fait référence. Et puis à la radio, on entend France Inter, et au début c'est un bruit de fond. Moi je me suis dit, tiens, c'est bruit de fond, il met France Inter, pourquoi pas. Mais en fait on s'aperçoit que c'est pas un bruit de fond, parce que c'est la chronique de géopolitique de Pierre Aski le matin, et il parle de l'Arménie, de l'offensif au Karabakh. Et Grégoire Le Prince Ringuet, qui est d'origine arménienne, le personnage est d'origine arménienne, est tout à coup figé dans son travail. Voyant cette scène, je me suis dit, là il se passe quelque chose, parce que peut-être, pour la première fois, pour une des rares fois chez Guédiguian, on a comme une sorte de superposition et de conflit entre deux problèmes. Comme si, ce que j'aime tellement chez Moretti, pour revenir à lui, c'est-à-dire l'idée que je veux m'occuper d'un truc, mais en fait, il y a toujours un autre truc qui vient dedans, et je me trouve dans une impasse. Dès que je pense que le problème urgent, c'est celui-là, il y en a un autre qui survient, et en fait, répondre à une urgence, c'est toujours répondre à une autre urgence. Enfin, Deleuze, je crois, disait des trucs comme ça à propos de Dostoïevski aussi, c'est-à-dire qu'ils sont toujours pris dans des urgences incompatibles. Et je me suis dit, là, c'est vachement intéressant, parce que comment il va s'en sortir, le film et le personnage. Et en fait, c'est pas ça qui se passe. Je dirais, hélas, l'Arménie prend toute la place. Dans la vie du personnage, il va dire, il faut que je parte en Arménie. J'y ai jamais été. C'est mon destin de descendant d'Arménien. Et c'est effectivement la limite, c'est que c'est quand même un peu un cinéma où on passe d'une chose à une autre, où on fait toujours un peu une sorte de passage en revue de différents sujets, de différents problèmes politiques qui tous évidemment méritent l'attention. Et parfois on aimerait qu'il y ait un peu plus de télescopage et que ça produise des frottements un peu plus inattendus. Et ce moment m'a vraiment frappé pour ça. Mais ce petit garçon, qui de toute façon n'est pas un personnage du film, mais ce petit garçon on le reverra pas, quoi. Voilà. Ensuite, il faut que je parte en Arménie. Et évidemment sa femme lui dit, je savais pas que j'avais épousé un héros, je veux pas que tu partes en Arménie. Puis ensuite elle revient le voir, elle lui dit, j'ai réfléchi. Bon. Alors on se dirige vers la fin de cet épisode. Est-ce que tu voulais soit conclure ou aborder quelque chose qu'on n'aurait pas encore dit? Moi je pensais aussi à la musique quand même de ce film. Je sais pas si elle t'a frappé, mais elle m'a frappé. Aznavour qui revient beaucoup. Oui. Alors je crois qu'il y a d'autres, parce que la chanson revient souvent. Et puis peut-être, là, c'est mon sentimentalisme, ma naïveté qui parle. Citation de la musique du mépris. Il n'est pas le premier, hein. Scorsese, pour revenir à lui, l'a fait avant lui. Moi, je trouve vraiment l'histoire d'amour entre Ariane Ascaride et je trouve que c'est très beau, vraiment. Oui, d'ailleurs, la composition musicale vient vraiment appuyer ces scènes de marche, notamment nocturnes. C'est très beau, la progression, la manière dont il se retrouve au début, et il le dit d'ailleurs, c'est vrai que c'est un cinéma où tout est dit, mais là il le dit et c'est bien, je trouve. Ils se retrouvent à dîner ensemble parce que lui, Daroussin, voulait dîner avec sa fille, qui à ce moment-là ne veut pas vraiment avoir affaire avec lui. Donc cette histoire qui réunit en fait les parents des deux fiancés est aussi d'une certaine manière permise, enfin doublement permise, ou permise à différents titres par ces jeunes gens. Il y a un moment sur une plage où Ariane Ascaride tout à coup a une sorte est prise d'une sorte de peur panique à l'idée qu'elle pourrait laisser, que tout ce qu'elle a là, elle pourrait disparaître, donc elle se lève et voilà. Et là, il y a un grand moment comme ça démonstratif. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment un beau film. Bon, peut-être on peut rester là-dessus. Non, je voulais juste dire une chose, parce que comme on essaye je vais remercier Radio Campus à Guizot de nous accueillir. Et puis comme on essaye là de retrouver un peu une continuité, la prochaine fois, dans une quinzaine de jours, si tout va bien, on parlera de 3 films anglais d'Hitchcock que ressort Carlotta, et qui sont 3 films magnifiques, Jeune et innocent, Une femme disparaît, et Les 39 marches. Merci Emmanuel. Merci à toi. Down
bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me.